Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast The Digital to Fail. Aujourd'hui, nous allons parler de la protection des données personnelles. Au Maroc, la collecte et le traitement de ces données-là est régi par la loi 0908, mais il semble que certaines organisations, bien qu'elles soient établies au Maroc et basées au Maroc, pourraient être aussi assujetties à d'autres réglementations étrangères, dont notamment le fameux RGPD, Règlement général sur la protection de données. Donc, c'est quoi exactement cette réglementation? Est-ce qu'effectivement elle touche les établissements marocains bien qu'elle soit étrangère? Et bien d'autres questions auxquelles nous allons répondre dans cet épisode avec notre référent RGPD, Sherif Moussari. Bonjour Sherif. Bonjour Souleymane. Merci Sherif d'avoir accepté notre invitation à Force News. Aujourd'hui, je pense que nous allons principalement répondre à la question si le RGPD peut s'appliquer aux entreprises marocaines et dans le cas échéant, de quelle façon. Mais avant, j'aimerais bien que tu nous présentes ton parcours et aussi le chemin qui t'a amené aujourd'hui à devenir référent RGPD. Je te remercie de m'avoir invité déjà sur ton podcast. Donc, je suis ingénieur en cybersécurité. Ça fait 10 ans que j'en fais. Je suis diplômé de l'Institut national des postes et télécoms, donc l'IMPT. Ensuite, j'avais fait un master spécialisé à Télécom Paris et j'ai rejoint un cabinet de conseil qui s'appelait Solucom à l'époque, Wavestone aujourd'hui, qui opère sur plusieurs secteurs d'activité et plusieurs domaines d'activité dans la cybersécurité. Après 6 années à Wavestone, j'ai décidé de rejoindre Crédit Agricole pour plutôt me spécialiser sur la partie de la sécurité applicative, à côté sur un petit peu l'accompagnement sécurité dans les projets, tout ce qui est risk assessment, conformité. Et au bout de 3 ans, j'ai fini un bachelor que je faisais en parallèle en sciences politiques à l'Université de Londres. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il était temps que j'aille rejoindre un secteur d'activité qui me faisait vraiment envie. C'était la santé publique en particulier. Donc j'ai rejoint les hôpitaux de Paris, dans ce qui s'appelle l'assistance publique hôpitaux de Paris, en tant que RSSI, référent protection des données pour les hôpitaux, l'hôpital européen Georges Pompidou, l'hôpital Corentin-Selton et l'hôpital Vaugirard. Donc ça, c'est mon périmètre d'activité aujourd'hui. RSSI, c'est responsable de la sécurité du système d'information, hein, c'est très connu. Et puis référent RGPD, c'est un peu une personne qui va être le point de référence de tous les 3 hôpitaux sur toutes les questions qui vont toucher aux données. Et puis on en parlera après, les données sensibles que les hôpitaux traitent. Sherif, en fait, la première question qui me vient à l'esprit par rapport au parcours que tu viens de décrire, quand on parle généralement de réglementation, de RGPD ou d'autres, pour beaucoup, c'est du ressort de profil juridique. Donc, pour toi, en tant qu'ingénieur, est-ce qu'on peut considérer que c'était une transition ou un cheminement naturel? Et puis, est-ce qu'il y a eu des challenges par rapport à ça? Très bonne question. Alors effectivement, l'RGPD, c'est une loi. Et donc du coup, nous, en tant qu'ingénieurs, dès qu'on réfléchit à la loi, pour nous, c'est forcément un juriste qui va s'en occuper. C'est forcément du ressort d'une direction juridique ou d'un cabinet d'avocats ou autre. C'est une loi qui porte sur les données. Donc les données, c'est un peu notre cœur de métier en tant qu'ingénieur dans l'informatique. Donc c'est un peu l'or des entreprises et sur quoi se base tout le business. Et dans l'RGPD, il y a énormément de mesures et d'articles qui vont vraiment s'intéresser à la sécurité des systèmes d'information, un certain nombre de procédures à mettre en place pour gérer les accès logiques, les accès physiques, le stockage, le chiffrement, l'anonymisation. Tout ça, c'est de l'informatique pure. Il n'en reste pas moins qu'effectivement, quand on travaille sur le RGPD, on est obligé de s'informer, de se cultiver sur le juridique. À la PHP, donc là où je travaille, on a une organisation avec une équipe centrale autour de la DPO, la déléguée à la protection des données, qui est composée de juristes et en fait qui nous forme et nous accompagne au quotidien sur les aspects les plus, on va dire les plus pointus, notamment sur les contrats, notamment sur voilà les clauses qu'on peut avoir et sur certains cas qui sont un peu limites, on va dire, et pas forcément qui vont rentrer dans les grands cas classiques du RGPD. Donc, pour finalement répondre à ta question, oui, le RGPD demande d'avoir plusieurs casquettes et soit on est un juriste de base et on va aller se former plutôt sur de l'informatique et sur de la sécurité du système d'information, soit c'est le contraire. Et donc, dans ce cas-là, on va plutôt se compléter avec le juridique. Donc, en gros, si on est juriste, on a besoin d'un minimum de compétences technologiques, techniques, et si on est ingénieur ou profil technique, on a forcément besoin de connaissances juridiques pour pouvoir traiter ce genre de sujet, c'est ça? Exactement. Et Mais quand mhm. tu regardes les formations aujourd'hui universitaires en DPO, parce qu'il commence à en avoir de plus en plus, DPO, c'est un rôle qui est créé par le RGPD, qui est, si tu veux, le chef d'orchestre dans une entreprise de tout ce qui va toucher au RGPD. C'est un interlocuteur unique et c'est quelqu'un qui doit avoir une certaine indépendance par rapport à la direction pour pouvoir rendre des avis
et exercer ses missions en toute impartialité. Et quand tu regardes un peu au niveau des parcours académiques, tu vois qu'il y a à la fois du juridique, bien sûr, et à la fois de l'informatique. D'accord. Au fait, je profite de ce que tu viens de dire en parlant de DPO. Étant donné que c'est un des nouveaux métiers qui commence à prendre de la valeur, notamment au Maroc, et que beaucoup de gens ne connaissent pas, on a pensé à Forcing News à lui réserver un épisode de ce podcast To Digital to Fail. Donc, je profite de l'occasion pour faire cette annonce-là. Maintenant, pour le RGPD, je pense que ça a été mis en application, je crois, en 2018. Pour toi, Sharif, en fait, qu'est-ce qui a justifié l'exigence de cette réglementation? Effectivement, ça a été voté en 2016, ça a été mis en application en mai 2018. Moi, j'étais dans le conseil à l'époque et je sais que tous les clients qu'on avait, les gros clients, se sont saisis du sujet en 2016 et étaient vraiment un peu paniqués parce qu'ils savaient qu'ils avaient jusqu'à cette date de mai 2018 pour se mettre en conformité. Ce qui justifie en fait qu'on ait eu besoin de cette loi, c'est que au sein de l'Union européenne, tu sais, alors tu avais 28 pays, maintenant 27 avec le départ du Royaume-Uni. Donc tu as 27 pays qui sont dans un même espace économique. Tu sais que le marché européen, c'est un marché commun. Et donc, du coup, chaque pays avait un petit peu sa législation en termes de protection des données, qui était très différente les unes des autres. Et donc, du coup, ce qui se passait dans la pratique, c'est que tu avais une entreprise hors Union européenne qui venait s'installer en Union européenne et qui choisissait, si tu veux, le pays dans lequel elle allait domicilier son activité, de manière à avoir finalement la loi la moins restrictive. Et à partir du moment où elle est installée dans ce pays, elle commence à produire son activité économique, et ben en fait, elle est rentrée dans le marché commun européen, et donc du coup, elle touche aux 27 pays de l'Union européenne. Donc le RGPD, si tu veux, déjà, là, c'était une réponse du Parlement européen pour uniformiser les règles au sein de l'Union européenne et plus avoir cette course finalement au moins 10 ans. Et donc, on a un cadre commun, et finalement, toute entreprise qui arrive dans l'Union européenne, peu importe où elle s'installe, va devoir répondre aux mêmes règles. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que l'informatique a beaucoup changé et que la plupart des lois qui ont été faites sur le sujet en Europe, elles dataient des années 70 et 80. Et tu sais que depuis, on a eu énormément de choses qui sont arrivées. On a eu les GAFAM qui se sont constitués, qui ont pris des parts de marché très grandes, dominantes dans la donnée. On a eu les affaires comme Cambridge Analytica, on a eu le programme d'espionnage américain PRISM, et on a eu plein de révélations en fait sur les pratiques qui étaient faites par certains acteurs sur les données. Et donc du coup, on avait besoin de renforcer le cadre qui avait été imaginé dans les années 70-80, et le RGPD en fait renforce ce cadre-là. Et enfin, on avait besoin de s'attaquer à ces GAFAM. Alors, ils ne sont pas nommés tels quels dans le RGPD, et ce n'est pas du tout l'objectif d'aller cibler des entreprises. Mais en tout cas, tous les géants de l'Internet, alors on dit GAFAM, mais tu as l'équivalent aussi chinois, et ce n'est pas dirigé Exact. que vers les États-Unis. Mais en tout cas, ces géants de l'Internet, en fait, il fallait s'y attaquer parce que tout ce que tu avais avant, c'était des petites amendes. Et donc, du coup, pour ces entreprises-là, ne pas se conformer finalement à une loi comme la loi informatique et liberté ou son équivalent dans un autre pays et payer une amende, bah, c'était plus intéressant. Ce qui pouvait générer des millions de profits, puis payer une amende de quelques dizaines de milliers de francs ou d'euros ensuite. Donc c'est ce qui se passait souvent, ils faisaient des provisionnements, tu vois, pour pouvoir payer ces amendes, et en fait, ils faisaient ce qu'ils voulaient quoi derrière. Et on a vu ce qu'ils faisaient avec. Il y a beaucoup de revente de données, il y a de la manipulation d'opinion publique, enfin, c'est quand même très dangereux, il y a de la surveillance, bien sûr. J'ai parlé de prisme. Et donc, du coup, voilà, devant tous ces risques-là, on était aussi obligé d'avoir un régime de sanctions qui est plus important, on en parlera après, et le RGPD aussi apporte cette réponse. D'accord. Et ça, en fait, comme c'est une loi européenne, ça s'applique uniquement quand ces entreprises sont basées ou quand elles ont une filiale en Europe? Ou est-ce que ça pourrait être aussi appliqué à des entreprises hors de l'Union européenne, notamment le cas des entreprises marocaines? En fait, l'applicabilité de cette loi, elle est d'abord sur les entreprises basées sur le sol de l'Union européenne. Donc, à partir du moment où tu es dans l'Union européenne et que tu traites des données à caractère personnel, il n'y a pas de question, tu es soumis au RGPD. Ensuite, le RGPD s'applique à une deuxième catégorie d'entreprises plutôt. Ce sont les entreprises qui vont cibler directement par leur activité des résidents européens. Et donc, du coup, par là, si tu es une entreprise basée à l'étranger, on prend le cas du Maroc puisque c'est notre pays dont il est question dans ce podcast, et que ton activité économique, elle est dirigée vers des citoyens européens, ou même des résidents européens, donc ils peuvent même ne pas avoir la nationalité européenne, mais simplement résider sur le territoire de l'Union européenne. Comme par exemple si tu offres des biens ou des services au travers d'un site web et que finalement ta cible, ce sont des résidents européens. Alors là, oui, tu es soumis au RGPD. Alors justement, en cas d'entreprise marocaine, est-ce que tu peux, s'il te plaît, citer des exemples de secteurs qui sont impactés par le RGPD ici au Maroc?
En fait, ça revient finalement à ce qu'on se disait. C'est-à-dire, il faut se concentrer sur le fait que ton entreprise, elle propose des biens et des services à des résidents européens. Donc, il y a des secteurs qui viennent rapidement à l'esprit. Tout ce qui va être du ressort de l'offshoring, pour moi, à partir du moment où tes clients, c'est des clients européens. Je donne un exemple, mais vraiment tout bête. Tu as une entreprise espagnole qui travaille dans le secteur d'activité, c'est le textile. Cette entreprise a décidé de sous-traiter la gestion de la paie de ses employés à une société basée à Casablanca dans l'offshoring qui fait ce métier-là. À partir du moment où tu reçois des données de résidents européens et que tu les traites bien sûr, tu es soumis au RGPD. Inversement, tu peux aussi imaginer une entreprise marocaine qui est spécialisée dans les matelas pour le salon, par exemple, marocain, on va dire. Et du coup, elle a mis en place un site web pour pouvoir vendre ces matelas en Italie avec le transport qu'il faut pour les acheminer des manufactures, je sais pas moi, Asfi par exemple, jusqu'en Italie. Dans ce cas-là, ta cible économique, ce sont des résidents en Italie. Et donc, du coup, bien sûr, pour faire tourner ton business, tu as besoin de faire passer des commandes. Donc, de récupérer le nom, prénom, l'adresse, un numéro de téléphone, à minima, pour pouvoir honorer ta commande. Et donc, du coup, tu vas traiter des données de résidents en Italie, en Union européenne. Donc, tu es soumis au RGPD. Est-ce que ces deux exemples suffisent ou Oui, oui, ça explique concrètement qu'on est assujetti au RGPD quand il s'agit de clientèle cible résidente en Europe. Mais je pense aussi à d'autres cas où on pourrait toucher des personnes en Europe, mais qui ne sont pas des clients potentiels. Je t'explique. Par exemple, moi, je pourrais être une entreprise basée au Maroc, j'ai un site web.ma, je ne cible pas particulièrement des clients européens, mais parmi les visiteurs de mon site web, on retrouve des visiteurs de l'Europe, par exemple. Et on le sait, le site va probablement intégrer d'autres outils tels que Google Analytics, peut-être aussi des codes de tracking de Facebook, de LinkedIn ou autres. Est-ce que dans ce cas-là, je suis censé être en conformité avec le RGPD, sachant que ce sont juste des visiteurs de site, mais pas des clients? Alors, le fait que ça soit des visiteurs du site, c'est pas forcément si tu veux, c'est pas forcément le critère qui va changer si tu es conforme ou pas au RGPD. Mhm. Le fait de pouvoir avoir effectivement des outils de tracking et d'avoir des cookies, par exemple, sur ton site web qui vont aller collecter des données comme l'adresse IP, par exemple, ou la localisation, ça, c'est des données personnelles, hein. Elles sont considérées comme personnelles à partir du moment où tu les rattaches à une personne. Et l'adresse IP en particulier permet de remonter jusqu'à la personne, fait que tu peux être soumis au RGPD. Mais, comme tu disais au début, ton site web, il est en .ma, il cible plutôt une population, on va dire, basée au Maroc. Et puis, bien sûr, tu as des gens qui peuvent s'y connecter partout, puisque c'est Internet et que, voilà, nous, on n'est pas en Corée du Nord. Donc, du coup, les gens peuvent venir de tout le monde et venir regarder nos sites web. Mais c'est pas ta cible. Ton activité, ton site web, il n'est pas destiné à ces personnes-là en particulier. Il est ouvert et donc pour moi, vraiment avec ces données, je ne pense pas que tu sois soumis au RGPD. Par contre, tu collectes des données importantes, tu es soumis à la loi 0908, hein, donc la loi marocaine sur la protection des données. Mais voilà, pour moi, le RGPD ne s'applique pas. Pareil, on a eu la question une fois avec une banque au Maroc on discutait du coup avec un juriste de cette banque-là et en fait, eux proposent, si tu veux, des comptes, mais pas forcément destinés au MRE. Ils proposent des comptes au Maroc pour des personnes résidant au Maroc et bien sûr, dans les millions de clients qu'ils ont, ils ont forcément des gens qui ont la double nationalité ou qui résident en Europe. Mais comme du coup, leur service ne cible pas des citoyens européens ou des résidents européens, alors ils ne sont pas soumis au RGPD. C'est vraiment l'idée de vers qui se dirige ton service. Bon, merci Sharif d'avoir cité la Corée du Nord. Donc là, c'est mort pour un podcast avec Kim Jong-un. Ah, il est quand même dur à avoir, Mais bon. mais il va être difficile à contacter. Euh, Alors, j'ai un autre cas en tête, c'est celui des télécoms, notamment avec le service de roaming pour un Européen qui vient par exemple au Maroc et qui va basculer grâce à son service à un opérateur marocain. Est-ce que c'est un cas qui fera que les opérateurs télécoms au Maroc doivent se conformer au RGPD? c'est une question intéressante. Toute la question va être, est-ce que c'est l'opérateur marocain qui va proposer du coup ce service à ce citoyen européen, est-ce que du coup il va collecter des données à caractère personnel sur cette personne? Alors, il me semble que le numéro de téléphone en fait partie. Est-ce que dans les équipements télécom, est-ce qu'on a autre chose que le numéro de téléphone qui est directement rattaché à la personne? La question se pose. De toute façon, à partir du moment où tu as un accord, et c'est un des principaux enjeux aussi du RGPD,
À partir du moment où tu as un accord de partenariat entre un opérateur de télécom en Europe et un opérateur de télécom au Maroc, il y a des contrats entre les 2. On ne fait pas un service de roaming comme ça, il y a des Mhm. contrats qui sont passés entre les 2 et c'est qu'à partir du moment où on identifie, où ces entreprises identifient qu'il y a, un enjeu de conformité au RGPD, elles mettent des clauses contractuelles spécifiques à la protection des données et elles vont aussi s'intéresser au rôle que va avoir chacune des parties. C'est-à-dire que quand tu traites des données à caractère personnel, le RGPD est très clair là-dessus, il y a plusieurs rôles qui sont identifiés, notamment les rôles de responsable de traitement et de sous-traitant. Et donc du coup, dans ces clauses contractuelles, on identifie toujours les rôles de chacun et les exigences et les obligations de chacun. Et bien sûr, le responsable de traitement a plus d'obligations que le sous-traitant. Et le sous-traitant a souvent des obligations non pas envers le client final, mais envers le responsable de traitement. Donc c'est là où je te dis, pour moi, les opérateurs, ils ont des services juridiques suffisamment étoffés et compétents pour qu'au moment où ils signent des contrats de partenariat de roaming, ils se posent ces questions-là et ils les écrivent. Enfin, si le RGPD s'applique, ils vont le faire. Et puis, ça sera de la responsabilité, dans ce cas-là, toujours, de l'opérateur européen dont le citoyen est client, d'informer ce client que ces données seront traitées conformément au RGPD et qu'il a le droit un certain nombre de droits, un droit de s'opposer, le droit de rectifier, le droit à l'effacement, à l'oubli, le droit à l'accès, voilà. D'accord. Tu as cité dans les exemples le secteur de l'offshoring, et puis forcément il y a d'autres secteurs dont la conformité au RGPD n'est pas à questionner, tels que le tourisme par exemple, notamment les hôtels, les agences de voyage, et peut-être aussi tous les exportateurs marocains sont touchés par cette réglementation puisque leur cible est basée en Europe. Maintenant, Chérif, de façon pratique, une entreprise marocaine qui est assujettie au RGPD, qu'est-ce qu'elle doit faire exactement? Déjà, tu as commencé ta question par assujetti. Donc, c'est-à-dire que finalement, elle a déjà compris qu'elle devait être conforme au RGPD. Et pour moi, c'est ça l'étape 1. Déjà, Oui. se poser la question, est-ce que vraiment je suis soumis au RGPD ou pas? Donc, pour déjà commencer par ce faire, il faut recenser les traitements et les comprendre. Le RGPD ne concerne pas des systèmes d'information, il concerne vraiment des traitements. Et des traitements, il y en a plein dans une entreprise et il y en a plein dans un système d'information. Il faut se renseigner un petit peu sur le type de données, comment elles sont collectées et comme je t'ai dit tout à l'heure, si on reçoit des données d'une entreprise basée en Europe ou si nous, on cible plutôt des résidents européens. Et à partir du moment où on établit qu'effectivement on est soumis au RGPD, on passe à l'étape 2, qui pour moi doit être d'identifier son rôle dans ce traitement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc si tu es responsable de traitement, tu sais que tu vas avoir beaucoup plus de travail que si tu es sous-traitant. Inversement, si tu es sous-traitant, il suffit de contacter ton responsable de traitement, donc l'entreprise par exemple qui t'envoie ses données de gestion de paie, et de lui demander en fait de se mettre elle en conformité avec le RGPD et de contractualiser les obligations d'assistance mutuelle, de mise en place de mesures de sécurité ou autres qu'elle souhaite que tu mettes en place. Si par contre tu es responsable de traitement, là il faut aller un peu plus loin. Donc il faut faire ce qu'on appelle une analyse d'impact sur la protection des données, AIPD, ou Privacy Impact Analysis. Globalement, il faut que tu suives une trame qui est disponible sur tous les sites de commission nationale des 27 pays de l'Union européenne. Et donc, tu fais ton analyse d'impact, tu vas t'intéresser beaucoup plus à ce traitement, qui l'opère, quelles données sont traitées. Toutes les données personnelles ne sont pas de la même sensibilité. Dans le RGPD, il y a des données, article 9 du RGPD, qui sont particulièrement sensibles. Et donc, du coup, dans le traitement est encore plus encadré que des données qui ne le sont pas. Donc, à partir du moment où on fait cette analyse d'impact, en fait, on compare finalement le traitement et l'état actuel du traitement, tout ce qui est autour, avec les obligations du RGPD. Donc ça te montre en général des écarts. Et en fait, à partir du moment où tu as des écarts, là, ça commence à devenir plus un projet informatique. Tu mets en place un plan de rémédiation avec les points les plus critiques et tu le mènes dans le temps. Donc, tu mènes ton plan de rémédiation pour mettre ton traitement en conformité avec le RGPD. Si tu as des traitements de données personnelles qui entrent dans le cadre du RGPD, tu es obligé de tenir un registre des traitements et de le documenter. Et je pense que la dernière des choses, c'est, et là j'insiste beaucoup, parce qu'on a du mal avec ça, même en Europe, c'est qu'un traitement, ça vit. Et c'est pas parce que tu l'as mis en conformité aujourd'hui que dans 3 ans, il est toujours en conformité. Il y a beaucoup de changements qui peuvent s'opérer. Des fois, tu peux récolter de nouvelles données. C'est tout bête, mais si tu as un formulaire sur ton site web et que tu rajoutes 3 champs dans ce formulaire, peut-être que tu récoltes de nouvelles données à caractère personnel. Et donc, du coup, le traitement, comme tu l'as mis en conformité il y a 3 ans, en fait, au final, il a été modifié de façon substantielle. Un autre cas aussi qui peut se passer dans la vie d'un projet, Souleymane, c'est aujourd'hui, je récolte des données sur mon serveur ou même mon PC et à mon activité à Flory, et c'est ce que j'espère à tous les entrepreneurs marocains. Et là, j'ai suffisamment de clients pour m'intéresser à peut-être les mettre dans un cloud. Et donc ça aussi, c'est une modification substantielle.
Et les risques dans un cloud ne sont pas les mêmes que les risques sur un PC. Je dis même pas qu'il y en a un qui est plus risqué que l'autre, hein. Un PC, ça se vole. Un cloud américain, tu as le Patriot Act et une autorité judiciaire américaine peut aller regarder dedans. Mhm. Mais c'est pas les mêmes risques. Et donc, du coup, à partir du moment où il y a ce genre de changement substantiel, tu es obligé de mettre à jour ton traitement et de le documenter. Ok. Et en parlant justement de ce changement-là et de la loi marocaine, en fait, pour la conformité au Maroc, on exige qu'on ait des autorisations pour la collecte de données et son traitement. Donc ça passe via des demandes et des notifications qu'on soumet à la CNDP. Est-ce que c'est pareil pour le RGPD? Ça veut dire que si une entreprise trouve qu'elle est assujettie à cette réglementation, est-ce qu'elle doit se mettre en conformité et puis annoncer ça et notifier une instance ou commission particulière? Ou est-ce qu'il faut juste veiller à être en conformité sans annoncer ça à qui que ce soit? C'est une très bonne question. La loi 0908, quand tu la regardes un petit peu et que tu as un peu travaillé sur le sujet, elle est vraiment, elle offre un cadre un peu équivalent à ce qui existait en France ou en Espagne avant les RGPD. Donc en France, c'était la loi informatique et liberté. Et l'idée de ce cadre-là, c'est que normalement, tu as une commission nationale indépendante. Donc nous, au Maroc, c'est la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, CNDP dont tu as parlé, qui est en charge de faire appliquer cette loi 0908 et de contrôler son application. Et elle tient un registre national des traitements de données à caractère personnel qui est public, hein. Si tu vas sur le site de la CNDP, je pense que c'est un des premiers liens sur lequel tu tombes. C'est un immense Tout à tableau fait. avec tous les traitements à caractère personnel qui ont été déclarés. Donc la logique, qui est la même qu'on avait en France, je t'ai dit, avant 2018 et en Espagne, c'était que en tant qu'entreprise, à partir du moment où tu veux traiter des données à caractère personnel de citoyens marocains, tu fasses une demande à la CNDP, tu lui donnes un certain nombre d'informations et puis elle va regarder si globalement c'est conforme à la loi 0908. Elle va vérifier que les points ont été respectés et que tous les articles sont respectés et elle va l'inscrire dans ce registre. Et c'est à partir du moment où c'est inscrit dans ce registre que le traitement il peut être mis en œuvre. Le RGPD, il est venu pour modifier ce fonctionnement. Il change un petit peu la logique puisque maintenant on n'a plus besoin de faire une déclaration à la Commission nationale. Et donc, du coup, le RGPD te dit que c'est plus la peine de faire ça. Par contre, il faut que tu tiennes, toi, dans ton entreprise, un registre des traitements qui ressemble un petit peu au registre national, qui va un petit peu plus dans le détail. Et donc, c'est l'entreprise qui tient ce registre. C'est à l'entreprise ou à l'organisme public qui met en œuvre ce traitement de s'assurer qu'il est conforme au RGPD. Et à tout moment, sur demande de la Commission nationale, il faut être en mesure de prouver qu'on est conforme. Donc, c'est d'abord montrer l'extrait du registre. Et puis après, bon, bah, la Commission nationale, elle peut aller jusqu'à auditer. Elle a complètement le droit d'auditer, hein. Ça fait partie du RGPD, des pouvoirs qui lui sont conférés. Et voilà, donc c'est une logique qui est différente. Alors j'ai posé la question par rapport à ça et par rapport à la loi marocaine parce qu'une des premières questions que je m'étais posée à l'époque, c'était en relation avec le changement, d'ailleurs que tu viens de citer, notamment pour le cas des sous-traitants. Au Maroc comme ailleurs, tu as des entreprises qui font appel à chaque fois à un nouveau sous-traitant. Et là, je me disais que ça allait être lourd qu'à chaque fois, il y a un traitement de données, qu'on se retrouve contraint de déclarer qu'on a un nouveau sous-traitant et forcément vérifier est-ce que le traitement de données qu'il fera est conforme ou pas. Donc c'est pour ça que je me suis posé aussi la question pour le cas du RGPD, savoir si c'est la même chose. Mais je comprends d'après ta réponse que ce n'est pas le cas et qu'il faut quand même se conformer et être prêt à tout moment en cas de contrôle pour démontrer sa conformité. Merci. Exactement. Il ne faut pas oublier que dans le RGPD, tu as une notion de sous-traitant et sous-traitant ultérieur, etc. Quand je t'ai donné l'exemple là tout à l'heure de la boîte espagnole qui faisait du textile et qui sous-traitait SAP au Maroc, enfin une entreprise marocaine, si jamais toi, en tant qu'entreprise marocaine, tu utilises un service d'hébergement de tes données dans le cloud ou dans un data center, alors du coup, l'entreprise qui héberge les données, c'est un sous-traitant ultérieur. On est d'accord? Si jamais tu le D'accord. changes, tu es obligé de le déclarer au responsable du traitement. C'est écrit noir sur blanc dans le RGPD. Tu es obligé de déclarer tous les sous-traitants de ces données. Donc en fait, globalement, tu imagines ton entreprise espagnole, elle a contractualisé avec toi au Maroc, et pour elle, c'est toi qui hébergeais ces données. Puis là, elle apprend sur Internet que tel fournisseur cloud s'est fait pirater et que les données de l'entreprise, des salariés de l'entreprise espagnole sont sur Internet, hein. On lit souvent ce genre d'articles dans la presse. Là, c'est un manquement à tes devoirs de sous-traitant de ne pas avoir déclaré à cette entreprise espagnole que tu avais toi-même un autre sous-traitant. Donc là, c'est un manquement au RGPD clair. Alors, bien sûr, la sanction immédiate est très claire, c'est que il va y avoir une rupture du contrat avec peut-être des pénalités si elles sont inscrites au contrat. Le pire qui va arriver, c'est surtout une perte de confiance et une perte de business futur. Et ça, c'est un risque qu'on peut courir dans le cas où on n'est pas conforme. Justement, est-ce qu'il y a d'autres risques? Par exemple, je suis un exportateur marocain et je ne suis pas conforme au RGPD. Est-ce qu'il peut y arriver qu'une commission nationale d'un pays européen puisse auditer mon entreprise par rapport à cette réglementation?
Ça fait deux questions en une, là, si vous Ouais, me permettez. exactement. Dans le RGPD, en fait, tous les manquements RGPD sont sanctionnés de la même façon que tu sois une entreprise dans l'Union européenne ou une entreprise extérieure. À partir du moment où tu es soumis au RGPD, tu es soumis aux mêmes règles, peu importe la nationalité de ton entreprise. Ça peut commencer à un rappel à l'ordre quand il y a un petit manquement qui est constaté et ça peut aller jusqu'à une amende. Et l'amende qui a été décidée au RGPD est très élevée. Son plafond, c'est 4% du chiffre d'affaires mondial ou 20 millions d'euros et c'est la plus grande des deux valeurs. Et ça, peu importe au final ta nationalité. Après, il reste l'application de la sanction. Donc, on va imaginer que ta commission espagnole de protection des données, elle a reçu, par exemple, une plainte. Et elle constate qu'il y a eu un manquement RGPD. Elle décide de mettre une amende parce que c'est très grave et que ce qui a été fait, voilà, mérite une amende. Est-ce que la commission nationale de protection des données espagnole est capable de sanctionner une entreprise marocaine? C'est compliqué. Mais il faut que tu saches, et on en avait un petit peu parlé, qu'il existe à côté du RGPD un autre cadre qui est la Convention 108 du Conseil de l'Europe. Et en fait, cette convention, pourquoi elle nous intéresse? Parce que le Maroc y a adhéré et l'a ratifiée. C'est une convention dans laquelle sont rappelés des principes qui sont chers à tous les signataires et sur lesquels ils s'engagent. Et donc, du coup, tous les signataires s'engagent déjà à avoir une législation adéquate. Donc, nous, depuis 2008, on l'a, c'est la loi 0908. Et la convention en elle-même ne donne pas de sanctions. Par contre, dans le chapitre 4 de cette convention, il y a des articles qui concernent l'entraide entre les commissions nationales. Et donc, du coup, on peut très bien imaginer que la Commission nationale espagnole demande à son équivalente marocaine, la CNDP, de pouvoir l'aider sur ce dossier-là et elle-même de prononcer une sanction ou, si les faits sont vraiment graves, de procéder à une saisine du procureur du roi, puisque la CNDP, elle peut aussi envoyer des dossiers au procureur du roi. Et donc, du coup, oui, une entreprise marocaine peut très bien, par ce ricochet et au travers de l'adhésion du Maroc à cette convention, voir la sanction prononcée en Espagne appliquée au Maroc. Donc, on ne fuit pas le RGPD, Souleymane. Eh oui, pas de choix. Tout à l'heure, en fait, quand tu as parlé du fait qu'il faut être prêt à tout moment à être contrôlé, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait être audité si quelqu'un fait une réclamation? Je sais pas, je suis exportateur marocain, je collecte tes données et tu n'es pas satisfait ou que tu as demandé un droit donné, peut-être de rectification ou un droit d'oubli. Est-ce que le fait que tu réclames, ça pourrait enclencher un audit? Ça enclenchera à minima que la commission nationale qui a été saisie de la plainte, elle va contacter du coup l'entreprise pour lui demander des clarifications sur l'objet de la plainte. Et donc du coup, si toi tu lui apportes des réponses satisfaisantes, elle peut répondre à la plainte en disant bah je sais pas moi, tu sais, il peut y avoir juste un courrier qui se perd, hein. Peut-être que tu l'as vraiment, tu l'as écrit mais que bon le courrier n'est pas arrivé ou mais il n'est pas arrivé, ce qui est plus rare, mais qui peut arriver, ou est dans ses spams. Parce qu'on Ouais. on a vu des cas comme ça hein, dans la presse. Ou alors tu ne donnes pas de réponse satisfaisante. Et là, la commission, elle est autonome pour prononcer la sanction directement si elle le souhaite. Et justement, quand on a parlé de droit, par exemple le droit à la rectification ou le droit à l'oubli, etc., est-ce qu'il y a au fait une convergence entre la loi marocaine et le RGPD dans ce sens? Est-ce qu'ils convergent? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, c'est très proche. Le RGPD reste quand même plus restrictif, hein, clairement, mais c'est proche et je pense que c'est une très bonne première étape pour notre pays sur ce sujet. Mais si tu es une entreprise marocaine qui est déjà soumise à la loi 0908, que tu es conforme sur ton traitement à la loi 0908 et demain tu veux commencer une activité qui cible directement des résidents européens, ton gap, là, ton delta entre les deux, il n'est pas très grand. Alors que si on n'avait pas cette loi-là, on serait très très loin. Et le travail pour se mettre en conformité serait beaucoup plus coûteux et prendrait beaucoup plus de temps. Malheureusement ou heureusement pour nous, l'informatique change énormément et on découvre toujours de nouvelles choses. Et j'espère que dans les prochaines années, le législateur marocain va mettre à jour cette loi pour rajouter encore davantage de pouvoir à la CNDP et renforcer encore les droits pour les citoyens marocains. Je pense que tout le monde en profiterait. Je l'espère aussi. Après, j'ai posé la question parce que justement, un des droits qui a créé polémique il y a quelques années en Europe, c'est le droit à l'oubli. Et je crois que la loi marocaine, si je ne me trompe pas, ne prévoit pas ce droit-là. Ouais. Le droit à l'oubli, c'est fondamental dans le RGPD et en fait, c'est globalement, en tant que citoyen, j'ai le droit à partir d'un certain moment à ne plus avoir mes données qui sont dans un système d'information, en tout cas qui sont traitées par un acteur X ou Y. Ce droit, il est compliqué, Souleymane. Nous, on a du mal des fois avec parce que selon le secteur d'activité, selon ce qui fait quoi, selon la donnée, ça peut être vraiment casse-tête de le mettre en œuvre. Et je sais que beaucoup d'organismes et d'entreprises ne répondent pas entièrement à ce droit-là, même dans le RGPD, parce qu'il y a d'autres textes qui vont dire le contraire. Ah, c'est tout bête, mais je te donne un exemple et très court.
À l'hôpital public, nous, on a des gens qui demandent des fois le droit à l'oubli. Il faut savoir qu'en France, mais au Maroc aussi, on a un équivalent, on a un code de la santé publique. Et ce code de la santé publique, il exige de l'hôpital public qu'il garde les données médicales de la personne pendant 20 ans. Donc du coup, quand tu as un droit d'oubli comme ça qui arrive, on a toute une procédure avec la DPO qui va se mettre en relation avec le patient ou la patiente qui fait la demande pour lui expliquer déjà les conséquences de son droit à l'oubli, parce qu'il y a un risque sur la continuité des soins. Tu imagines si une personne arrive chez nous, qu'elle fait un bilan, qu'on lui trouve une maladie et qu'après elle nous demande d'effacer son dossier, elle revient dans notre hôpital et on n'a aucune trace de ce qu'on a mis dedans. Les dossiers papier, C'est ça vrai. n'existe plus dans les hôpitaux en Europe, hein. Donc déjà, lui explique les conséquences de ça. Elle lui explique les différentes possibilités, on en a mis plusieurs. Et selon le cas, on va lui proposer un moyen qui va lui permettre de répondre à son besoin, qu'elle exerce son droit RGPD à l'oubli et que derrière, nous, on soit quand même conforme au code de la santé publique. Et ça, tu l'as partout. Un salarié qui quitte une entreprise, dans le code du travail, c'est tu dois conserver ses données pendant 5 ans. C'est obligatoire parce que Mhm. l'administration fiscale, etc., peut venir te poser des questions sur telle personne. Et donc, du coup, tu dois les garder pendant 5 ans. Si tu as un employé qui s'en va d'une entreprise qui demande directement après, dans ce délai de 5 ans, la suppression de ces données, bah, en fait, la réponse, c'est non. La réponse, c'est on est obligé de les conserver 5 ans. Au bout de 5 ans, on va les détruire, mais on n'est pas capable aujourd'hui de les détruire parce qu'on a par Ah, ailleurs le code du travail qui nous oblige à les garder. Et ça, le d'accord. RGPD le dit aussi. Il dit qu'il faut faire attention aux autres lois qui peuvent être en contradiction. Et en fait, on essaie toujours de trouver un compromis. Et effectivement, dans la loi 0908, c'est pas encore clarifié, quoi. Mais il y a des évolutions technologiques, Souleymane, hein. On le voit, tes invités en ont parlé. On a de l'IA, on a du big data. On a beaucoup de choses qui sont arrivées depuis la promulgation de la loi 0908 qui, pour moi, vont dans le sens d'une mise à jour prochaine, mais nécessaire. Oui, tout à fait. Je pense aussi que la loi doit suivre. Une dernière question, Sharif, puisque tu as parlé au tout début de la formation et de programme de master d'IPO. Et aujourd'hui, au Maroc, c'est vrai que les formations digitales et informatiques qu'on a ne traitent pas assez des aspects réglementaires. Est-ce que tu penses que c'est devenu une obligation aujourd'hui d'avoir ce genre de formation de modules? Et sous quel format? Est-ce qu'à travers des masters spécialisés ou des modules à intégrer dans des formations technologiques et digitales? Qu'est-ce que tu en penses? C'est intéressant. Oui, effectivement, je pense que ça manque aujourd'hui. Moi, je me souviens qu'on avait un très bon cours à l'IMPT de droit des télécoms qui m'a toujours servi, qui était très intéressant et qui donnait beaucoup d'infos, alors qui sortait clairement du champ technique. Et je pense que c'est vraiment quelque chose comme ça qu'il faudrait. Il faudrait un ou deux modules qui soient autour de la protection des données. C'est nécessaire. Je pense que ça peut être très intéressant de pas baratiner les gens avec des couches et des couches de droit. Parce que, bon, si on parle d'école d'ingénieurs ou d'école de commerce, ils n'ont pas fait le droit et il faut respecter aussi leur choix. Mais je pense que moi, je l'aurais fait de façon un peu ludique, c'est-à-dire j'aurais présenté rapidement des principes, comme on l'a fait aujourd'hui, hein. Pas la peine d'aller dans le détail, on peut rappeler quelques principes seulement. Et j'aurais fait par use case, tu vois, où on présente des situations diverses et variées et on demande aux étudiants comment ils auraient traité ce cas s'ils avaient été dans une commission nationale, par exemple, ou s'ils avaient été une entreprise, ou s'ils avaient été le client, tu vois. Et si tu regardes un petit peu, je voudrais en parler parce que c'est hyper important, il y a beaucoup de bonnes ressources sur les sites de la CNIL, dont un MOOC qui est excellent, qui s'appelle l'atelier RGPD. Si tu tapes l'atelier RGPD, il y a un MOOC gratuit. En tout cas, il est très ludique, il est très simple, il prend quelques heures. Donc on peut se baser sur ça comme étant un bon plan finalement de formation initiale. Et après, ce que j'invite les gens à faire, c'est d'aller sur ce qu'ils appellent Data Protection Commissioner, donc c'est la commission nationale irlandaise. Et là, tu as use cases, qui sont des situations qui se sont vraiment passées et dont la DPC, la DPC irlandaise, a eu connaissance. Et ils te montrent en fait pas à pas ce qui s'est passé. Et c'est pas très grand, hein, ça fait quelques paragraphes par use case. Et on a 50 dans plein de secteurs, plein de situations différentes. Et c'est comme ça que j'aurais fait un cours, moi. Ah, c'est top. Je te remercie déjà d'avoir partagé avec nos auditeurs ces ressources, notamment le MOOC RGPD. Et je profite aussi pour dire que la CNDP, il y a un an, avait aussi lancé des petites capsules de conseils sur des sujets de protection de données qui sont disponibles sur YouTube. Par exemple, sur les données bancaires, l'utilisation des caméras de vidéosurveillance, etc. Ce sont quelques vidéos, certes, mais je pense que c'était déjà un bon début. J'espère vraiment qu'ils vont continuer sur ce chemin-là Moi aussi, oui. parce qu'on a vraiment besoin de conscientisation. La C'est CNDP nécessaire. fait un très très bon travail par rapport aux ressources dont elle dispose et le cadre législatif qui lui est tracé. C'est une très bonne source d'information. J'espère aussi qu'elle aura plus de moyens à l'avenir pour faire des choses encore plus, tu vois, aller vers d'autres publics, essayer de faire des choses encore plus intéressantes. Mais c'est un bon point de départ, le site de la CNDP, ouais. Oui, tout à fait. En tout cas, on leur souhaite plus de moyens et forcément plus de pouvoir aussi parce qu'on en a besoin. Je te remercie énormément, Sharif, pour ce partage. Je pense que ça donne une idée claire sur la protection des données et sur le cas du RGPD appliqué au Maroc. Je
te remercie encore une fois et je remercie toutes les auditrices et les auditeurs qui auraient écouté ce podcast jusqu'à la fin en leur donnant un autre rendez-vous prochainement avec un autre invité, peut-être pour un autre sujet, mais toujours autour du digital. Merci encore une fois. Merci, Delmert.